Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, l'ethnopsychiatrie a de grands ancêtres, comme on le dit traditionnellement en Afrique. En langage occidental, on dirait qu'elle a un ADN particulier. Ancêtre ou ADN, l'ethnopsychiatrie descend de la psychanalyse et de la théorie quantique. Le fondateur de notre discipline, Georges Devreux, l'avait en effet nommée ethnopsychanalyse complémentariste. Double référence dans laquelle Devreux affirme deux choses. Premièrement, en sciences humaines, il est illusoire de prétendre observer et étudier un sujet humain. La seule observation possible concerne l'observateur, soit les modifications provoquées chez lui par la présence de l'objet observé. La psychanalyse est l'outil de choix qui, selon Devreux, permet, à travers l'étude du contre-transfert, de mesurer les réactions provoquées chez l'observateur par l'objet humain observé. Ethnopsychanalyse, donc. D'autre part, Devreux affirme l'impossibilité de décrire un sujet humain selon un seul axe psychologique, par exemple. Sa complexité nécessite obligatoirement l'usage successif et non simultané de plusieurs axes dont le croisement permet de mieux définir l'objet observé, typiquement axe psychologique interne, axe anthropologique, culturel, externe, axe économique, axe historique, axe religieux, etc. L'idée de complémentarisme est directement issue des observations de la physique quantique sur la double nature corpusculaire et ondulatoire de la matière. Quand on observe un électron, si on mesure sa masse, on ne peut en même temps le situer dans l'espace et réciproquement. Avec des prémices pareilles, Devreux avait de quoi bousculer sérieusement les sciences humaines. Je vous rassure, hélas, elles ne se sont pas laissées faire. On continue, en médecine et en psychiatrie en particulier, à s'intéresser à un humain en soi, hors sol, qui serait l'auteur déconnecté et universel de ce que voit l'observateur. Dans les domaines de la médecine et de la psychiatrie, dans le domaine des soins, dans le domaine social, dans le domaine pédagogique, cela donne un cadre de pensée extrêmement rigide et normatif. Cette épistémologie est celle de la pensée occidentale, fondée sur la raison, sur la division sujet-objet, sur l'opposition vie-mort et l'exclusion de l'irrationnel car non mesurable. Mais nos patients migrants, eux, viennent de mondes où ces divisions n'ont pas de sens. Avec eux, nous avons découvert un monde interconnecté auquel nous participons et qui nous modifie. Cette découverte nous a contraints à modifier nos représentations du psychisme comme propriété uniquement individuelle. Ce fut une construction longue et progressive, toujours en cours. Après 10 ans de pratique institutionnelle au sein des institutions universitaires de psychiatrie de Genève, nous avons fondé en 2001 l'association qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Nous travaillons sur une base privée et de manière bénévole. Pour cette construction, nous avons utilisé le concept d'enveloppe psychique tel que développé par les auteurs post-freudiens comme René Caisse. Ces structures intermédiaires, indispensables au fonctionnement psychique individuel,
n'appartiennent en propre ni à l'individu ni au collectif. Elles sont le lieu de passage, d'échange permanent entre dedans et dehors, marqué par la culture, par l'histoire familiale et les transmissions transgénérationnelles. Nous avons appris avec les patients traumatisés quelle paralysie du fonctionnement mental entraîne l'atteinte de ces structures. Nous avons découvert aussi comment nous sommes étrangement sollicités psychiquement par ce type de souffrance. Les patients que nous recevons ont subi une effraction venue de l'extérieur qui a rompu ces enveloppes psychiques, ce qui rend impossible les échanges permanents dedans-dehors qui sont la base du fonctionnement mental. Souffrance indicible d'être coupé de ses appartenances ou destruction intentionnelle de l'appartenance au genre humain, ce qui a été détruit par un traumatisme n'est jamais réparable. On ne peut que construire un nouvel environnement maternel primaire qui va permettre au psychisme de reprendre son fonctionnement, mais sans effacer les trous. Les thérapeutes qui s'occupent de victimes de traumatisme connaissent bien la contagiosité de ces manifestations et comment elles nous atteignent à notre tour en altérant notre propre fonctionnement mental. Face à ces situations, nous avons développé l'incomparable outil du groupe de cothérapeutes. Bien davantage que l'addition de psychisme individuel, le groupe de cothérapeutes constitue une potentialisation des psychismes en présence. Caisse de résonance, enveloppe maternelle primaire sécurisante pour les vécus de détresse sans nom qu'il nous arrive de traverser en séance, le groupe de cothérapeutes nous est apparu au fil des ans comme l'outil de choix pour traiter les psychotraumatismes dont nos patients ont été victimes. Construire de la pensée à plusieurs, par-dessus les déchirures identitaires produites par l'exil, la violence et la guerre, nous situe d'emblée au cœur de notre humanité et de celle de nos patients. Non pas une humanité abstraite, théorique, mais celle bien concrète des mondes où nous avons chacun été construits. Une de nos formations internes de base consiste à explorer l'usage des outils anthropologiques dans sa propre histoire pour appréhender une situation clinique. Par exemple, ce que dit Monsieur T me rappelle brusquement ce que faisait ma grand-mère quand je faisais de lourds cauchemars. Ou bien, en écoutant Madame G, j'ai revu mon grand-père qui soignait le genou déboîté de ma sœur avec des versets du Coran. Nous ne cessons donc de faire coexister des mondes et de saisir les connexions qui se produisent. Nous avons constaté que cette configuration nous faisait accéder à des phénomènes qui sortent du champ psychique individuel ou du lien interindividuel dont nous avons l'habitude. Impossible d'expliquer par le hasard ou par des concepts connus comme le contre-transfert ce que nous observons, qui n'étonne pas nos patients, par contre. Synchronicité, expérience du lien avec les morts, émergence dont nous sommes mystérieusement le lieu, impossible d'expliquer des phénomènes qui dépassent la raison. Exemple, un patient et son référent culturel qui ne se connaissaient pas avant leur rencontre à la consultation découvrent en même temps que nous que leurs grands-pères, respectivement roi
et Griot du Roi sont morts lors de la même bataille contre le général français chargé de les coloniser. Cette découverte est l'entrée pour chacun d'eux dans une réappropriation des rites traditionnels laissés à l'abandon dans leurs familles respectives, la possibilité d'affronter des deuils non faits et une ouverture à des potentialités nouvelles dans leur vie, sans aucune confusion quant à leur place respective de patients et de référents. Notre fonctionnement de groupe de cothérapeutes nous a ainsi appris à nous laisser envahir à notre tour et à notre insu par ce qui avait pénétré le psychisme du patient que nous recevons. Centrés sur nos perceptions, nous sommes devenus une sorte d'organe collectif d'interréactivité, accédant sans l'avoir recherché à un niveau de conscience qui dépasse le psychisme individuel, là où notre collectif, comme n'importe quel collectif, devient passage vers un réseau d'informations plus universel. Difficile de décrire comment, soudain, tout ce qui est là est commun à tous les participants. Autour du patient, l'un se met à chantonner, l'autre se sent profondément vide, une sourde colère en habite plusieurs, et tout ça appartient à chacun et à tous. Nous avons tous bougé un peu, ou plutôt nous nous sommes retrouvés chacun décentrés, ou encore mieux, quelque chose nous lie ensemble et nous relie. Personne n'a perdu sa place, mais chacun occupe plus que la sienne. Comment décrire ce vécu primordial dans deçà du moi? Puis, les mots vont venir, description des vécus rassemblés, et un sens nouveau sur ce qui lui arrive va surgir pour le patient. Nous avons appris à nommer ces phénomènes dans les catégories culturelles du patient et de son groupe et dans leur langue. Puis nous avons appris à faire le lien avec nos propres héritages, avec les transmissions familiales et collectives sur lesquelles nous nous étayons pour produire de la pensée à partir de ces matériaux. Notre épistémologie est résolument constructiviste. Le réel n'est pas connaissable en soi. Nous y accédons seulement par l'intermédiaire de ce que nous activons de ses potentialités grâce à nos interactions avec lui. Nous considérons donc, avec respect et intérêt, les pensées sur les morts, l'expérience avec les invisibles des mondes d'où sont issus nos patients, les mondes où vivaient nos propres grands-parents avant l'avènement de la pensée universalisante. Nous avons appris, grâce à nos irremplaçables référents culturels, à repérer, à identifier et à nommer les interventions des invisibles de nos patients. Nous avons appris à interagir avec eux. Loin d'idéaliser les cultures non occidentales, nous avons plutôt appris, en les fréquentant, à utiliser leurs ressorts cliniques en nous engageant dans un processus de co-transformation. En particulier, nous utilisons les leviers d'influence que nous pouvons distinguer dans une situation donnée pour modifier l'état paralysé où se trouve le patient. Rites de protection destinés aux invisibles d'une famille, abandonnée depuis des générations, seconde funérailles à organiser pour un défunt,
qui vont obliger à régler les conflits familiaux en suspens, etc. Tout ça sans jamais perdre de vue les risques de dérapage liés à notre pratique. En effet, nous avons aussi rencontré des victimes de certaines déviances destructrices. En 2006, nous avons mis sur pied une deuxième consultation spécialisée sur les mêmes bases théoriques que la consultation d'ethnopsychiatrie, destinée, celle-ci, aux victimes de dérives sectaires. Nous avons découvert le monde pervers de ceux qui utilisent la perception de la conscience non monadique à des fins abusives, dans l'intention de posséder l'âme de l'autre, voire de la détruire. Selon la même méthodologie ethnopsychiatrique, nous mobilisons toutes les ressources psychiques et anthropologiques pour identifier l'intentionnalité de l'agent venu de l'extérieur envahir le psychisme de leur victime afin de le faire ressortir et que les sujets retrouvent leur propre capacité de penser assortie de nouvelles compétences. Par exemple, capacité hors du commun d'identifier l'intentionnalité de l'autre. L'équipe s'est ainsi enrichie d'anciennes victimes métamorphosées par l'épreuve d'une promesse initiatique mensongère du groupe qui avait voulu les capturer, devenus cothérapeutes à part entière. Nous avons inévitablement dû déconstruire un certain nombre d'a priori de notre culture occidentale. Culte de la raison au détriment de l'irrationnel, croyance en la mort comme fin ultime, déification de l'individu contre le collectif. L'incomparable outil du groupe de cothérapeutes, avec la diversité des points de vue exprimés, permet une protection contre les risques d'abus. Parmi nous, personne ne saurait prétendre à une vérité qui écraserait d'autres points de vue. Pas de place de leader, pas de position de celui qui sait. C'est le groupe lui-même qui assure cette régulation en questionnant les affirmations non explicitées. Exemple, qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça plutôt qu'autre chose? En relativisant les prises de position. Je n'aime pas quand tu parles comme un gourou. En contraignant chaque participant à montrer la construction de la pensée qu'il avance. Si B nous parle ainsi de sa culpabilité, n'est-ce pas parce que le gourou protégeait sa propre toute-puissance en l'accusant elle? Nous laissons toujours à la personne que nous recevons la place d'expert. C'est lui ou elle qui peut dire ce qu'il en était. Le groupe de cothérapeutes permet la potentialisation des énergies en présence. Si je n'occupe plus seulement une place, mais que je suis connectée aux autres membres du groupe, alors ce que je sens a forcément un sens pour l'un d'entre nous, même si je n'en vois aucun. Le groupe de cothérapeutes est aussi le lieu de rencontre et de métissage des diversités. Qu'est-ce que je dois entendre quand le référent culturel d'un patient déclare, à propos d'une énième injustice de son employeur, c'est un signe de son kunafin, c'est-à-dire de l'esprit protecteur qui habite le patient. Celui-ci réclame la présence de vos kunafins à vous.
je ne peux pas juste dire « je n'ai rien entendu », ni « c'est sa manière folklorique de s'exprimer ». Dans notre contexte, je suis obligée, et les autres avec moi, de considérer l'interpellation contenue dans cette déclaration. Son kunafin veut parler avec les vôtres. Creuset constructiviste de pensée neuve sur le monde et sur nous-mêmes, notre dispositif nous met en situation de surgissement d'expériences, d'interpellations, de manifestations diverses qui nous étonnent, nous font peur ou nous réjouissent, mais que nous n'avons pas le droit d'ignorer, puisque c'est ce dispositif lui-même qui en est la condition d'émergence. Le réel est inconnaissable en soi. Nous considérons donc que les manifestations qui surgissent dans le cadre que nous avons construit sont des signes d'une dimension autre que nous nous donnons pour tâche d'attraper au passage en nous laissant étonner, inquiéter, enrichir. Le monde, alors, en est changé. Notre humanité et celle de nos patients aussi. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous associer aujourd'hui à cette réflexion. Merci.